bienvenue à tous et merci d'être à l'écoute. Je m'appelle Anthony Koning et je suis responsable des questions de genre au CEGAP et je suis ravie d'être ici avec Marie-Hélène Iskenderian, CEO du Women's World Banking et je suis ici avec elle à l'occasion de la Semaine européenne de la microfinance 2020. C'est une édition spéciale avec un monde virtuel et nous nous concentrons ici sur l'impact de la crise du Covid-19 sur les femmes. Marie-Hélène, dans une interview que vous avez donnée il y a quelques mois, je me souviens que vous avez dit que vous vous posiez constamment la question de savoir pourquoi il fallait que quelque chose d'aussi choquant et dommageable que le Covid-19 mette, pour mettre réellement en évidence l'inégalité. J'ai pensé que c'était une question très importante à soulever. La pandémie a en effet douloureusement démontré les faiblesses des sociétés inégales et le défi auquel sont confrontés les plus vulnérables. Au cours de cette session, nous nous intéresserons particulièrement à l'impact que la pandémie a eu sur les femmes pauvres. Et je voudrais vous demander de commencer par une vue d'ensemble. Quel a été l'impact le plus critique du Covid-19 sur les femmes dans le monde, selon vous? Avant d'aborder ce sujet assez pénible, permettez-moi de vous dire que je suis ravie d'être ici avec vous, Anthonique. Vous savez, aller au Luxembourg pour le Forum européen de la microfinance a toujours été un moment fort de mes mois de novembre et donc je suis heureuse de pouvoir me joindre à nouveau aux festivités, à tout le moins virtuellement. Alors revenons-en à la question posée. Vous savez, comme vous l'avez dit, Covid-19 n'a pas créé les disparités, mais il a vraiment mis en lumière les endroits où se trouvent les écarts les plus criants. Et nous sommes particulièrement préoccupés à la Women's World Banking par le risque d'aggravation de la situation. Et bien que nous ayons toujours su que le visage de la pauvreté était un visage féminin, il existe un risque réel de voir quelques 90 millions de personnes dans le monde retomber dans une extrême pauvreté. Et les données semblent indiquer que plus de 50% de ces personnes seront des femmes. Et c'est très inquiétant, alors que nous avions fait d'énormes progrès ces dernières années, en particulier en ce qui concerne l'éducation primaire, en particulier des petites filles. Et nous commençons déjà à voir quelles sont les premières à être retirées de l'école ou à ne pouvoir y aller. Et nous savons que l'éducation des filles est presque singulièrement l'impact le plus important que nous puissions voir sur le développement. Nous savons aussi que les femmes sont largement surreprésentées dans les secteurs d'emploi les plus touchés. Elles ont été beaucoup plus nombreuses à se retrouver au chômage dans le secteur formel et nous savons que les femmes, en particulier celles à faible revenu, sont surreprésentées dans le secteur informel et elles ont donc été durement frappées dans les emplois à domicile. 62% d'entre elles se retrouvent au chômage à cause de la pandémie. Il s'agit donc de disparités qui existaient déjà et qui s'aggravent encore. Oui, tout à fait. Et comme vous l'avez dit, ces problèmes ont déjà un fondement d'inégalité. En particulier, le secteur informel dont vous avez parlé et qui est une partie importante de l'économie sur laquelle nous n'avons tout simplement pas de prise. Et donc, à mesure que les crises émergent, comme on le voit maintenant, nous ne sommes pas vraiment préparés à bien soutenir les personnes vulnérables. Et comme vous l'avez souligné à juste titre, les femmes sont surtout représentées dans le secteur informel. Et même si des filets de sécurité ont été créés, il apparaît très difficile même d'identifier les personnes qui ont besoin de ce soutien, en particulier les femmes.
Outre bien sûr les filets de sécurité et le soutien qui a été mobilisé, les femmes et les hommes ont utilisé leur propre stratégie d'adaptation en ces temps très difficiles pour faire face à la crise. Et nous constatons qu'en moyenne, les femmes ont davantage compté sur leurs familles, leurs amis, pour trouver de l'argent pour faire face à la crise et qu'elles sont moins susceptibles de compter sur les institutions financières pour les aider à aplanir leurs difficultés pour la consommation, pour autant que nous puissions le dire d'après les données qui ont été recueillies. Je me demande, vous percevez le rôle que les services financiers formels et informels jouent actuellement pour permettre aux femmes de faire face à la pandémie et en quoi ces stratégies d'adaptation des femmes sont différentes de celles des hommes? Pouvez-vous nous en parler davantage? Bien entendu, c'est là un des domaines où il peut y avoir, dans un certain sens, des aspects positifs et négatifs aux changements que nous observons dans l'espace de l'inclusion financière. Comme vous le soulignez, les personnes à faible revenu dans leur ensemble, et en particulier les femmes, s'en sortent grâce à toute une série de mécanismes différents. Elles s'empruntent mutuellement, elles épargnent, font partie de groupes d'épargne, et à d'autres mécanismes informels et tout ce qui repose sur les contacts étroits en personne pour ce qui est des services financiers. Et là, les modèles d'épargne de certains groupes en particulier me viennent à l'esprit, eh bien, ont été tout particulièrement décimés par la crise. Tous les modèles de microfinance qui nécessitent de se réunir ou de se centrer autour des contacts en groupe, eh bien, ont été durement touchés. Mais là où je dis qu'il pourrait y avoir quelque chose de positif, c'est que nous avons vu un groupe croissant de nombre de groupes d'épargne maintenant connectés à l'infrastructure numérique et pouvant être liés numériquement au secteur financier formel. Nous savons également que si les femmes peuvent compter davantage sur leurs familles et leurs amis pour les soutenir en temps de crise, il existe aussi, comme je suis sûre que vous l'avez vu, des données qui suggèrent que les services financiers numériques élargissent en quelque sorte ce réseau de contacts sur lesquels les femmes peuvent compter dans le cadre de leur mécanisme d'adaptation. Mais les filets de sécurité auxquels vous avez fait allusion offrent également une réelle opportunité. De nombreuses femmes non bancarisées ou sous-bancarisées dans le monde ont maintenant pu ouvrir des comptes à distance, ce qui était considéré comme verboten il y a quelques années. Toute série de raisons réglementaires empêchaient l'ouverture de comptes à distance. Tout ça a sauté avec la crise et nous avons vu des pays comme l'Inde et le Pérou disposer, en réponse au Covid, de plateformes de paiement de gouvernement explicitement tournés vers les femmes, des paiements envoyés aux femmes. Et ceci, évidemment, a eu un effet retentissant en termes de contrôle et d'utilisation de ces fonds d'urgence. Je pense que les mécanismes qui fonctionnent pour les femmes dans des cadres informels, ces groupes qui s'assure qu'il y a une bonne compréhension claire du fonctionnement du produit, permettent aux femmes de poser des questions et toutes ces choses peuvent être appliquées dans un contexte numérique et ainsi les gens peuvent rester en sécurité et faire l'impasse sur le contact interpersonnel. Oui, c'est un bon point à faire valoir parce que cela combine vraiment ce que vous dites, les préférences et les choix des femmes en termes d'utilisation de ces services financiers informels et ce qui les y attire, tout en soulignant certains des défis, à savoir que les services financiers formels, dans le passé et aujourd'hui encore, posent certains problèmes structurels qu'il faut traiter et je pense que vous avez mentionné
que vous avez mentionné est une sorte d'évolution positive faisant suite à la crise. Et nous devons vraiment en tirer parti et développer cela et utiliser ces exemples pour démontrer que des progrès peuvent être réalisés pour résoudre certains des problèmes de nature plus structurelle. Vous avez parlé des groupes d'épargne et je voudrais en fait creuser davantage le rôle de l'épargne en temps de crise. Vous savez sans doute que cette année-ci, le prix européen de la microfinance porte aussi sur le thème de l'épargne. L'épargne en général joue un rôle important dans les stratégies pour faire face à la crise. Aujourd'hui, il reste encore des questions à résoudre tant du côté de l'offre avec des questions d'analyse de rentabilité que des questions de confiance du côté de la demande. Mais je sais que nombre d'institutions de votre réseau, le groupe d'institutions et de partenaires de la Women's World Banking, sont fort intéressés par l'épargne. Pourriez-vous nous faire part de ce que votre réseau sait de l'importance de l'épargne en tant que stratégie d'adaptation ou pour faire face à la crise. Écoutez, j'ai été si heureuse de voir que le prix de la semaine de la microfinance portait sur l'épargne et qu'il n'y aurait pas de plan de dernière minute pour changer ce thème, parce que je pense que cela a été l'un des fondements vraiment important et à certains égards même surprenant des résultats que nous avons observés pendant cette crise. Dans de nombreux pays, nous avons vu que les montants sur les comptes d'épargne avaient augmenté et je considère cela comme un très bon signe en ce sens que les gens reconnaissent et en fait, nous savons que ce sont généralement les femmes qui sont les épargnantes dans les ménages. Donc, les gens reconnaissent la nécessité de construire leur propre filet de sécurité, de conserver leurs économies pour la reprise et, en fin de compte, pour résister, pour la résilience. Mais je pense aussi que ça nous dit une chose fascinante en ce sens que lors des crises passées, les gens traditionnellement couraient à la banque pour retirer l'argent placé en banque. Et j'aime donc à penser que cela indique peut-être une plus grande confiance, un plus grand sentiment de sécurité associé au fait de garder ses économies à la banque. Et en ce qui concerne certains des partenaires avec lesquels nous travaillons avec l'une des plus grandes banques du secteur public en Inde, la banque Baroda. Avant le Covid, nous avions travaillé sur les moyens d'augmenter l'activation du compte John Donne, qui est en fait un compte d'inclusion financière dans ce pays. Et puis, lorsque le Covid a frappé, on a commencé à discuter avec les banques. Est-ce qu'on doit faire demi-tour? Est-ce que il est encore temps de mettre en place un projet d'épargne? Et puis, comme je l'ai déjà dit, les paiements G2P, donc du gouvernement au peuple, ont commencé à arriver, adressés aux femmes. Nous avons vu se multiplier les ouvertures de comptes et nous avons vu le niveau d'activité de ces comptes augmenter de façon spectaculaire. Notre modèle avec la Bank of Baroda s'était beaucoup inspiré du modèle du correspondant bancaire. Et nous avons constaté, comme nous le voyons dans de nombreux endroits, que ce sont les femmes qui sont les correspondantes bancaires qui faisaient vraiment des progrès. Les hommes et les femmes, tous deux, se sentaient à l'aise pour poser des questions sur le fonctionnement du compte, sur le fonctionnement des paiements G2P, mais de toute évidence, ces correspondantes bancaires sont littéralement devenues des travailleurs de première ligne et sont devenues un aspect essentiel de la fourniture de ce paiement aux personnes qui en avaient le plus besoin. Et nous avons été absolument ravis que la Bank of Baroda aille vraiment plus loin en fournissant une couverture d'assurance à ses correspondantes, en s'assurant qu'elles disposaient d'équipements de protection individuelle pour qu'elles soient protégées dans le contexte actuel. Bref, je pense que l'épargne joue un rôle crucial dans cette reprise. Et puis un autre projet auquel je pourrais faire allusion, c'est un projet sur lequel nous avons beaucoup travaillé ces dernières années avec le programme de transfert conditionnel d'argent liquide du gouvernement indonésien, le PKH, qui s'adresse essentiellement aux femmes à faible revenu. Et en réponse au Covid, le gouvernement a augmenté la cadence des paiements 2 fois par mois au lieu de
tous les 2 mois. Et une fois de plus, nous avons été fascinés de voir le nombre de femmes qui se disaient: ah ah, maintenant que j'ai davantage d'argent qui arrive ou plus fréquemment, y a-t-il un moyen pour moi, existe-t-il un mécanisme qui me permette d'économiser une partie de cet argent? Alors, d'une part, cela montre évidemment qu'elle ne saisit pas tout à fait qu'il y avait eu un compte bancaire qui avait permis ces paiements. Et c'était donc une grande opportunité pour leur enseigner, leur expliquer comment fonctionnait le paiement. Mais cet instant immédiat avait été pour elle de dire: pouvons-nous économiser avec cela? Et puis, on voyait des femmes qui venaient nous dire: comment est-ce que je peux faire pour que mon mari ne sache pas que je reçois ce paiement, afin que je puisse m'assurer que l'argent reste sur le compte et qu'il nous aide à traverser la crise plutôt que de dépenser pour une consommation immédiate? Oui, c'est un exemple qui montre vraiment qu'une fois que la confiance a été créée et que les mécanismes sont présents et alignés sur les préférences des gens, eh bien que les femmes peuvent aussi en fait utiliser ces comptes et en tirer le meilleur parti. Vous avez évoqué quelques exemples numériques montrant que l'innovation numérique peut aider à surmonter certains défis. L'exemple que vous venez de donner sur les questions que les femmes posent à propos de leur mari pour qu'ils ne soient pas au courant, de toute évidence, ces questions sont liées à la vie privée et certaines des normes sociales sous-jacentes concernant la gestion des services financiers, la gestion des comptes, etc., jouent un rôle à cet égard. Je pense donc qu'il est certainement possible d'explorer davantage et d'améliorer la situation en utilisant l'innovation numérique pour servir davantage les femmes qui utilisent les services financiers en leur donnant vraiment du pouvoir dans ce contexte, en les autonomisant. Et donc, il y a là une bonne opportunité. Mais il y a une autre chose que je voulais vous demander, c'est de nous parler de certains défis. Je sais que la Women's World Banking a publié un document dans lequel vous faites référence à l'innovation numérique et aux fintech qui sont l'avenir de la finance. Ils peuvent vraiment être utilisés à bon escient et les soutenir dans leur autonomisation économique. Mais nous savons aussi qu'il y a des défis à relever et l'innovation numérique n'est pas le genre de solution miracle que nous espérions tous obtenir. Mais nous devons être conscients de certains risques potentiels qui existent également. Je me demandais si vous pouviez nous parler de ces choses dont nous devrions nous préoccuper ou que nous devrions anticiper, auxquels nous devons réagir lorsqu'il s'agit de l'innovation numérique au service des femmes? Quels sont ces risques? La seule chose dont nous devons nous rappeler d'entrée de jeu est que oui, les services financiers numériques fournis par la technologie des téléphones portables, cela tient vraiment du miracle dans une large mesure et cela nous a permis de fournir des services financiers à des personnes dont nous n'avions jamais rêvé, à un coût moindre, avec un niveau de commodité jamais imaginé auparavant. Mais 300 millions de femmes ne possèdent pas de téléphone portable. Et si vous n'avez pas accès à la technologie, vous n'avez tout simplement pas accès à toutes ces possibilités. Et bon, ce n'est là qu'une donnée brute. 300 millions de téléphones en moins entre les mains des femmes. Et le fossé est encore plus grand lorsque nous parlons de l'Internet mobile et de l'accès au smartphone, qui est en fait le mécanisme, le smartphone, par lequel les services financiers numériques évoluent réellement à un rythme aussi rapide. Et il est capital de comprendre que cette technologie manque entre les mains des femmes. Cette absence est critique. Nous savons également que par rapport au parcours, à l'expérience vécue par le client, le plus grand fossé se creuse entre femmes et hommes, précisément lors de cette période initiale d'adoption. Ainsi, si elles parviennent à se procurer la technologie, les femmes éprouvent ce sentiment de culture numérique, de culture financière, dans une mesure bien plus grande que les hommes. Donc, en réalité, cette industrie a fait son propre chemin en ce qui concerne la question de culture numérique et financière. Autrefois, on supposait que cette culture faisait partie d'un tout. Puis,
le monde de l'inclusion financière, à commencer à parler de commercialisation, puis à s'assurer que l'industrie restait durable. Et les questions liées à la culture numérique sont devenues plus quelque chose d'agréable à avoir, une sorte de pièce rapportée. Et ce sont aussi les premières choses qu'on laisse de côté lorsque le produit devient plus pérenne. Et je pense que nous devons boucler la boucle parce on ne reprendra pas ces produits. On ne Nous ne pourrons pas réaliser tout le potentiel si nous ne trouvons pas le moyen d'intégrer la formation aux capacités financières numériques au travers du produit lui-même. Et ça ne doit pas être nécessairement coûteux. Et nous savons que l'ancien modèle de formation en classe est le moyen le moins efficace de communiquer. Je pense donc que nous devons tous reprendre ce fardeau et reconnaître que ce n'est pas un fardeau, mais bien une opportunité et faire en sorte que ce miracle, cette véritable opportunité que représentent les services financiers numériques, puisse être apprécié par les hommes et les femmes. Oui, c'est un message très important pour l'industrie. Je me demande, en tant que Women's World Banking, vous avez un grand réseau qui s'est beaucoup diversifié ces dernières années. Je me demande comment vous voyez votre rôle en tant que réseau pour refléter la réalité de ces femmes en tant que clientes et les défis auxquels sont confrontées les institutions qui les servent, bailleurs de fonds, gouvernements. Quel rôle vous jouez et comment vous abordez les autres secteurs de l'espace d'inclusion financière qui travaillent sur l'autonomisation économique des femmes? Comment les abordez-vous? Comment vous assurer qu'ensemble, vous renforciez les efforts et fassiez réellement bouger les lignes en prenant en compte toutes ces questions. J'aimerais beaucoup que vous nous en disiez plus à ce sujet. Écoutez, à la Women's World Banking, je pense que nous avons coutume je dirais même une tradition, qui est de voir les choses sous l'angle du genre, donc la dimension homme-femme. Nous partons de la position selon laquelle, oui, l'égalité d'accès aux services financiers, mais dans quel but? Et pour nous, il s'agit toujours d'autonomiser la femme au sens large. Il ne s'agit pas seulement de compter le nombre de femmes ayant un compte bancaire, mais qu'est-ce que ce compte va permettre? Et je pense que notre rôle est d'éclairer les prestataires de services financiers et ce qui nous a enthousiasmés ces dernières années, c'était d'avoir adopté un modèle de valeur pour le client tout au long de sa vie. Et nous avons appliqué cela à la plupart des produits que nous avons déployés auprès des banques, des sociétés de téléphonie mobile, des sociétés de biens de consommation rapide, pour constater qu'il existe une véritable opportunité commerciale à financer cette femme, cette cliente sur le long terme. Certes, les femmes ont tendance à être moins chères à acquérir en tant que clientes et sur la base de cette valeur tout au long de la vie, elles ont tendance à être des clientes plus loyales et véritablement rentables, même si la taille de la transaction en termes de dépôt d'épargne ou de taille des prêts, bon, la transaction est plus petite, mais si vous regardez la valeur à vie de cette cliente, elle vaut vraiment la peine de faire cet investissement. Ainsi, le fait de pouvoir démontrer cette analyse de rentabilité commerciale nous a permis d'accroître le nombre d'alliés à nos côtés. Et ces dernières années, nous nous sommes également beaucoup engagés dans la collaboration avec la communauté des régulateurs qui, dans de nombreux pays, ont fixé des objectifs ambitieux, stimulants en matière d'inclusion financière. Ils ont adopté des stratégies d'inclusion financière et nous avons constaté à plusieurs reprises, à partir des données Findex, que ce sont des pays qui ont fixé des objectifs et qui ont fait en fait engranger les plus grands progrès. Et mais nous avons également constaté qu'ils n'atteignaient jamais tout à fait leur objectif et que c'était presque toujours dû à leur incapacité à atteindre les femmes, à faire réellement bouger l'écart entre hommes et femmes, cet écart immuable. Ainsi, la communauté des régulateurs a vraiment pris en compte la diversité dans ses propres rangs, reconnaissant sérieusement qu'il existait un très grand écart entre hommes et femmes
par rapport à l'identité des régulateurs, à la composition de l'organisme de régulation et reconnaissant que le fait de disposer d'un ensemble plus diversifié de compétences et de perspectives autour de la table des régulateurs peut faire partie de la réponse pour combler cet écart. Et je dirais que l'une des choses dont nous sommes le plus conscientes et nous essayons de rallier le plus grand nombre possible de partenaires en disant haut et fort qu'il est nécessaire de disposer de données ventilées par sexe. Et je suis étonnée qu'en 2020, nous parlions encore de quelque chose qui était à l'ordre du jour du G20 et dont on parle depuis plus de 10 ans maintenant. Et finalement, nous commençons à voir quelque chose que vous avez mentionné plus tôt, c'est-à-dire on commence à repérer les lieux où ces problèmes existent. Mais si vous ne savez pas qui sont vos clients, si vous ne savez pas de quel sexe ils sont, comment allez-vous résoudre un problème ou profiter d'une opportunité? Mais nous constatons enfin du côté des fournisseurs ou prestataires de services financiers que des régulateurs qu'il y a un réel intérêt à comprendre ces données. Ah, super. Je pense que vous avez mis le doigt sur certains points clés qui aident à rallier les différents acteurs à la cause. Et il y a de plus en plus de données qui démontrent que si vous le faites, tant sur les prestataires de services financiers que sur les régulateurs, vous vous en tirerez mieux. Et il y a bien sûr une grande communauté d'organisations qui se rallient toutes derrière cette même devise. Je me demandais, mais d'où tirez-vous votre inspiration et vos enseignements en tant que réseau? J'imagine que vous avez une forte influence auprès de vos partenaires, mais la Women's World Banking joue également un rôle important dans le secteur et je pense davantage aux acteurs qui tentent d'atteindre le même objectif que vous-même. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous voyez. En effet, vous avez indiqué, vous poursuivez cet objectif depuis longtemps déjà, mais il y a beaucoup d'autres acteurs qui viennent aussi sur ce terrain ou qui s'y trouvent depuis longtemps. La coordination et la convergence se font maintenant. Peut-être que la crise a mis l'accent ou a braqué les feux de la rampe là-dessus. Ah oui, absolument. Je pense que Finequity est tout en haut de cette liste. Et une des choses les plus excitantes à propos de cette crise, et là, il y a l'idée de ne pas gâcher cette crise, en ce sens que c'est en amenant plus de gens sous la tente, en se concentrant sur la diversité, ils apportent la force et les connaissances et tout ce qu'ils ont fait dans leur monde avant de rejoindre la cause de l'égalité des sexes. Ainsi, nous avons récemment commencé à travailler étroitement dans le cadre du travail de régulation avec le FMI. Et vraiment, penser à quel point euh, il est extraordinaire de penser que le FMI puisse apporter à cette table sa puissance macroéconomique et ses travaux de recherche, et qu'il soit capable de dire ce que nous avons toujours soupçonné sur la diversité, sur son impact, sur l'inclusion et sur la stabilité financière. Mais comme vous le constatez, Finequity dispose de chercheurs, de praticiens qui se sont délibérément engagés dans l'égalité des sexes et qui apportent maintenant toute la puissance de leurs ressources à cette fin. Et ça, c'est vraiment, vraiment enthousiasmant. Oui, je pense que c'est un bon point pour terminer cette conversation. Je pense que c'était vraiment super de pouvoir vous parler, Marie-Hélène. Permettez-moi de revenir sur les points clés. Vous avez souligné l'importance des données, de la connaissance du problème, de la compréhension des besoins en particulier des clientes. Vous avez parlé de la technologie et de la façon dont l'innovation numérique peut effectivement aider, mais il y a peut-être même un bon côté à la crise. Nous devons bien l'utiliser, avoir conscience de certains défis qui accompagnent l'utilisation des solutions numériques auxquels beaucoup, en particulier les femmes, sont confrontées. Et nous avons conclu sur une note de coordination, de mise à profit des connaissances de l'industrie pour trouver de meilleures solutions et nous nous sommes
tous ralliés à la cause du soutien à l'autonomisation économique des femmes. Sur ce, je pense, nous pouvons mettre fin à cette belle conversation. Merci beaucoup d'avoir partagé vos réflexions avec nous et je vous souhaite une très belle semaine européenne de la microfinance. Merci beaucoup, c'était génial d'être avec vous.